J'ai créé ce guide-là parce qu'on voit que les organisations publiques, les ministères ont des objectifs en matière d'égalité en emploi pour les personnes en situation de handicap. Toutefois, même si ces cibles-là ont été établies depuis les années 80, elles n'ont jamais été rencontrées. Récemment, la Commission des droits des personnes et de la jeunesse a indiqué que si on voulait avoir une vraie représentation des personnes en situation de handicap dans nos organisations publiques, bien, ça devrait être 10,5 % des employés qui devraient pouvoir se déclarer en situation de handicap. Par contre, nos moyens incitatifs n'ont pas bien fonctionné jusqu'ici et on peut penser qu'il faudrait des moyens qui soient un peu plus contraignants comme dans d'autres pays. Dans ce contexte-là, je pense qu'il faut aussi réfléchir, outre les attitudes, outre l'aspect de la discrimination, à comment les processus en dotation eux-mêmes créent des obstacles. La plupart des guides qui existent se penchent sur l'expérience des personnes en situation de handicap dans leur cheminement en emploi. Mon guide vise plutôt à regarder les processus de dotation. Donc, il s'adresse vraiment pour les gens qui regardent la gestion des ressources humaines dans les organisations. Les syndicats devraient eux aussi pouvoir comprendre comment les processus qui sont mis en place peuvent causer des obstacles pour les personnes en situation de handicap qui voudraient travailler au sein de ces organisations-là. Le guide découle des apprentissages qu'on a fait dans un projet que j'ai conduit avec l'organisme d'insertion en emploi Propret qui travaille dans le domaine de l'entretien ménager. Propret voyait que les organisations publiques embauchaient déjà leurs participants, mais se montraient réticentes à embaucher leurs participants qui étaient en situation de handicap. Propret a développé un projet avec 3 organisations du secteur public pour voir mais c'était quoi les obstacles. Donc, j'ai accompagné l'organisme dans cette réflexion-là avec les organisations publiques, puis les apprentissages de ce projet-là m'ont permis d'écrire le guide. Le guide s'appuie aussi évidemment là, sur la littérature scientifique qui existe dans le domaine. Donc, je peux à la fois interpeller la littérature dans le domaine de la gestion, du management, de la gestion des ressources humaines, mais aussi ce qui est développé là, dans le domaine du handicap, de la neurodivergence, puis l'emploi. Donc, j'ai essayé de faire une synthèse des deux. Le guide comporte 3 grandes parties. D'abord, on discute des défis associés à l'embauche de personnes en situation de handicap, particulièrement celles qui ont des besoins de soutien un peu plus importants. La deuxième partie, c'est plus comment est-ce qu'on peut démarrer un projet pour étudier les processus de dotation. Puis finalement, la dernière partie porte sur les composantes qu'on devrait trouver dans ce projet-là. C'est d'abord la complexité des processus. Les processus ont été établis là, à travers le temps, par étapes successives et l'objectif premier de la dotation dans les organisations publiques, c'est vraiment d'assurer l'égalité entre les personnes. Le deuxième défi, c'est toute l'imputabilité par rapport à des règles externes qu'on peut voir. Et donc, les organisations doivent être capables de valider qu'ils remplissent bien leurs obligations. Finalement, il y a aussi tous les systèmes d'information qui ont été développés pour encadrer un grand nombre de candidatures, un grand nombre d'employés, mais en fait, en sont venus à contraindre un peu les processus puis à les rigidifier. L'autre défi à considérer est que notre système axe beaucoup sur les diagnostics médicaux. Donc, on demande aux gens de aller chercher un diagnostic et divulguer un diagnostic, et c'est sur le plan du diagnostic qu'on va établir les accommodements. Mais en fait, il faut plutôt regarder les besoins en soutien des personnes. Une personne qui a le même diagnostic pourrait avoir différents besoins en soutien parce qu'il y a quand même beaucoup de variabilité à la fois chez les personnes pour un même diagnostic, mais en fait, les besoins en soutien dépendent aussi des tâches à accomplir, des services à rendre, des collègues, de l'organisation du travail, des caractéristiques du superviseur. Je pense qu'on doit considérer 5 grandes premières étapes, c'est-à-dire d'abord créer un comité avec toutes les parties prenantes concernées. Par la suite, on devrait clarifier c'est quoi l'objectif de notre projet. Est-ce qu'on veut faire un projet autour d'un métier ou d'une candidature particulière ou on veut faire un projet plus large où on révise l'ensemble des processus? Il faut par la suite aussi ne pas sous-estimer la façon dont on compose avec les préjugés et la discrimination. Donc, vraiment s'assurer de bien intégrer cet élément-là là, dès le démarrage du projet.
Il faut aussi planifier le budget par rapport aux adaptations. Finalement, la dernière étape, c'est identifier les ressources externes qui peuvent être utilisées, puis développer un lien de collaboration avec elles. C'est ce qui va permettre la réussite du projet. Le guide couvre toutes les étapes du cycle d'emploi, du recrutement, de la sélection, de l'intégration, mais parle aussi des conditions de travail, des affectations aussi qu'on peut donner aux employés, parle de la rémunération et de la progression de carrière. Dans un tel projet, c'est important de faire de la sensibilisation, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas tous les mêmes messages qui doivent être envoyés à tous les publics. Un des éléments qu'on voudrait peut-être vouloir adapter, c'est les exigences en matière de qualification pour certains postes. On sait que les personnes en situation de handicap peuvent avoir un parcours éducatif un peu atypique. Donc, parfois, accepter des qualifications qui seraient équivalentes, mais pas nécessairement un diplôme en tant que tel, peut ouvrir les portes à des personnes en situation de handicap. Les entrevues de sélection, c'est un autre aspect du processus de dotation qu'on pourrait réviser. Une personne qui aurait un trouble de la parole, par exemple, pourrait avoir de la difficulté à expliquer en quoi il peut faire le métier d'entretien. Dans ce contexte-là, on peut vérifier comment est-ce qu'on pourrait trouver d'autres façons pour qu'une personne puisse démontrer ses compétences autrement qu'en les expliquant dans le cadre d'une entrevue de sélection. Un élément qui est particulièrement un défi dans les organisations publiques, c'est les organisations qui demandent aux nouveaux employés ou aux nouvelles employées d'être d'abord sur une liste de rappel. C'est particulièrement désavantageux pour des personnes en situation de handicap qui ont des besoins de soutien importants parce qu'on doit planifier des adaptations. Avant qu'une personne en situation de handicap rentre en poste, il faut planifier des adaptations. Les adaptations peuvent d'abord être sur le poste de travail, que ce soit les tâches, que ce soit les outils, que ce soit par exemple le mobilier ou les aménagements. Par contre, d'autres adaptations sont sur le plan des relations et des interactions avec les personnes. En fait, comment on s'attend à ce que les personnes interagissent, communiquent avec les personnes en situation de handicap. Finalement, l'autre type d'adaptation qu'on doit réfléchir, c'est celle sur les pratiques de gestion un peu plus largement. Par exemple, c'est quoi les règles pour prendre les lunchs, prendre les vacances, qui a quelle priorité pour prendre tel ou tel équipement. Dans certains cas, pour une personne en situation de handicap, ça peut venir remettre en question ce type de règles dans une équipe. Une fois que les adaptations ont été déterminées, c'est important de les consigner parce que des adaptations qui ne sont pas consignées tendent à disparaître avec le temps. Ce guide s'adresse d'abord aux organisations publiques, mais pourrait aussi intéresser des entreprises privées de plus grande taille, parce qu'elles aussi, en fait, peuvent avoir des processus de dotation complexes et très structurés. Le guide se trouve sur le site web de l'organisation Vrai Idéa. En fait, cette organisation-là, c'est une collaboration pan-canadienne de chercheurs et d'organisations qui s'intéressent à l'emploi inclusif. Donc, c'est l'organisation qui a financé la production de ce guide, puis vous allez pouvoir le trouver à la fois en anglais et en français sur ce site web-là.